prémices du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Si vous nous suivez un peu partout dans les 4 coins cardinaux de la planète, selon votre position géographique à travers le monde, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette édition spéciale consacrée essentiellement au passage des membres du gouvernement à l'occasion du 3e anniversaire marquant l'accession à la magistrature suprême de l'État de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra en ce qui concerne particulièrement son second quinquennat. Pour ce 16e numéro, nous avons le grand plaisir, sinon l'honneur de recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Mouloua, qui est déjà avec nous sur ce plateau technique. Excellence, merci de nous rejoindre. Merci à vous. Alors, vous avez été le président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, a renouvelé une fois de plus sa confiance à l'égard de votre auguste personnalité en vous maintenant à la tête du gouvernement à l'entrée de cette 7e République. Comment justifiez-vous cette confiance renouvelée ? Merci pour ce moment qui me donne l'opportunité de m'exprimer un peu sur les actions gouvernementales, mais de prime abord, vous comprendrez aisément qu'il m'est difficile d'apprécier ou de commenter le choix porté par le chef de l'État sur ma modeste personne. Mais ce que je retiens, c'est que c'est un signal, certainement pour me dire que les défis sont encore énormes. Nous avons fait du chemin. Et nous devons poursuivre ce chemin-là. Donc, j'apprécie donc sa valeur, donc le choix qui a été porté sur moi par le chef de l'État. Je me rends entièrement disponible pour travailler conformément aux orientations qu'il me donne, pour traduire dans la pratique donc, la vision du chef de l'État. Je voudrais également remercier le bon Dieu qui nous prête vie et qui bénit et protège notre pays. Monsieur le ministre, le Premier ministre, chef du gouvernement, alors pouvez-vous maintenant nous faire un bref résumé du bilan de votre gouvernement ainsi que les enjeux et les défis de la coordination de l'action gouvernementale? Bon, nous avons suivi donc tous les efforts que le gouvernement a fournis depuis que j'ai pris fonction au niveau de la primature. C'était pendant une période extrêmement difficile où nous n'avions pas d'appui budgétaire, donc il fallait renouer avec les institutions Bretton Woods. Nous avons suivi les institutions chefs d'État. Nous avons renforcé et poursuivi donc la coopération avec nos partenaires. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à renouer avec les institutions Bretton Woods. Nous nous sommes rendus compte que les défis étaient énormes et qu'à un moment donné, il fallait laver devant chez nous. Le nettoyage, vous comprendrez, ceci s'est matérialisé donc par les différents séminaires gouvernementaux que nous avons organisés sous les orientations chefs de l'État. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a énormément de dysfonctionnement au niveau de l'appareil de l'État et avec des centaines de recommandations qui sont issues donc, de ces séminaires gouvernementaux. Alors donc, il est question aujourd'hui de décortiquer ces différentes recommandations et voir comment nous devons remettre l'appareil de l'État donc, dans la droite ligne. Un adage dit qui trop embrasse, mal étreint. Nous ne pouvons pas tout faire au même moment. Les défis sont énormes. Depuis que j'ai été reconduit, j'ai mis en place une méthodologie sur un certain nombre de thématiques. Déjà pour les 3 premiers mois sur lesquels nous travaillons, nous ferons d'ici début avril donc l'évaluation de cela. Entre autres, il faut mobiliser nos propres ressources domestiques.
Nous y avons travaillé avec les chefs d'État. Je me réjouis aujourd'hui que le décret a été signé par le chef d'État pour mettre en place un comité de trésorerie pour nous permettre de passer en revue donc toutes les mesures tendant donc à nous permettre de mobiliser nos propres ressources. Déjà ça. Vous savez, aujourd'hui, dans le contexte international, il y a la rareté de ressources. Nous devons, et nous sommes rendus compte que nous pouvons faire mieux si tout le monde se mettait dans cette dynamique, suivait donc les orientations du chef d'État. Nous devrons, à partir même des ressources internes, orienter au niveau du trésor et faire procéder à la répartition pour que tous les centrafricains puissent en bénéficier. Nous avons pensé également qu'il est important de lutter contre la mauvaise manière de servir, la lutte contre la corruption. Je voudrais ici très sincèrement remercier le chef d'État et certains partenaires, même l'Assemblée, qui nous a appuyés dans cette dynamique. Ça n'avait pas été apprécié au départ, mais aujourd'hui, personne ne peut remettre cela en cause. La cellule de veille qui a été instaurée au niveau de la primature fait son petit bonhomme de chemin, bien que les conditions soient difficiles. Nous avons commencé par un challenge, c'est la levée des barrières illégales. Nous y avons travaillé. C'est l'occasion également de remercier tous les experts qui s'y sont mis et qui aujourd'hui nous a permis de commencer à récolter les fruits. Nous devons passer à une phase supérieure. Les Centrafricains eux-mêmes ont apprécié que le niveau d'incivisme est très très élevé. Nous n'allons pas que nous arrêter au niveau des barrières illégales, mais nous verrons comment les gens se comportent dans les différents départements. Et nous allons nous y attaquer et aussi travailler en étroite collaboration avec la haute autorité de bonne gouvernance. Je l'ai dit, mais je n'ai pas encore réussi à les réunir autour d'une table, ce que je le ferai. Je suis en train aujourd'hui de d'huiler donc ce mécanisme pour que ça soit véritablement opérationnel. Nous avons également une autre thématique qui est celle des élections locales. Évidemment, le processus se poursuit. Nous espérons que avec les partenaires qui sont dans les bonnes dispositions de nous accompagner, nous pourrons arriver donc à organiser cette opération qui pour nous constitue un outil extrêmement important pour la gouvernance locale. Nous avons également la diversification de partenariats et c'est ce que nous faisons. Nous avons pendant ce premier trimestre travaillé pour prendre d'attache avec d'autres partenaires parce qu'il faut une ouverture et le moment venu nous ferons donc le point sur ce dossier. C'est un autre point extrêmement important qui constitue notre cadre de dialogue, c'est le plan national de développement. Vous savez, nous avions pendant plus de 5 ans évolué avec notre programme économique et le plan de relèvement de conciliation de la paix en Centrafrique, qui a fait ses preuves, peut-être certainement qu'on y reviendra. Mais aujourd'hui, arrivé à échéance, donc il faut revoir donc un nouveau cadre. Normalement, c'est une telle étude prospective qui devrait nous permettre de prendre le relais, compte tenu de quelques aléas que nous avons pu maîtriser. Donc ce processus se poursuit, mais de concert avec nos partenaires, nous sommes attendus donc sur un programme quinquennal, qui est ce plan national de développement, qui va prendre le relais pendant que l'étude prospective se poursuit. Alors donc, ça c'est l'un des points sur lesquels le gouvernement est en train de travailler. Et aussi un autre volet que j'ai retenu, qui fait l'objet aujourd'hui de réflexion, c'est un mécanisme de haut niveau de suivi d'exécution des projets. Je pourrais certainement y revenir parce que avec le RCPCA, nous avons mobilisé assez de ressources. Mais nous éprouvons énormément de difficultés dans la mise en œuvre. Et là, je pourrais
si vous me le permettrez, revenir là sur ce que c'est. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire avec sous les orientations du chef de l'État, surtout avec la confiance placée à mon endroit et à l'endroit de mon gouvernement. Nous y attelons. C'est pas chose facile, mais il faut la contribution de tous les Centrafricains. Il faut que nous comprenions que c'est ensemble que nous pouvons apporter des transformations dans notre pays et nous devons réduire le niveau de notre incivisme, être respecter l'administration, être à son poste, être disponible, travailler pour le bien-être de nos concitoyens. Voilà un peu tout ce travail qui doit être accompagné par un changement de mentalité. Donc voilà, c'est pas aussi évident, mais nous y croyons. Et nous ne pouvons pas reculer parce que si nous voulons apporter un changement dans ce pays, il faut nécessairement qu'il y ait des gens qui se mettent en avant-garde et qui travaillent énormément pour aller dans ce sens-là. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder avec vous cette fois-ci le chapitre économique très important, crucial pour le relèvement de la République centrafricaine. Le RCPC, entendait Plan national de relèvement et de consolidation de la paix, a été initié depuis 2017 sous le leadership éclairé de son excellent professeur Faustin-Archange Touadéra. Aujourd'hui, ce vaste programme prend fin pour laisser la place justement au plan national de développement PND. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de dividendes de ce programme économique? Est-ce que les objectifs fixés ont-ils été atteints? Et quelle sera la particularité du programme national de développement? Bon, moi j'ai eu le privilège de suivre un certain nombre de programmes. J'ai été pendant longtemps directeur de cabinet au ministère de l'économie, du plan de la coopération. J'ai suivi l'élaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et à l'époque, quand la table ronde était organisée, c'était pour mobiliser 300 milliards de francs CFA. J'avoue qu'il était difficile, nous n'avons même pas pu mobiliser 300 milliards. Mais avec le plan de relèvement de consolidation de la paix en Centrafrique, nous sommes allés au-delà de 2000 milliards. 2000 milliards. C'était l'engagement de nos partenaires à Bruxelles en 2017. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier tous les partenaires qui se sont engagés, formellement engagés, avec qui nous avons travaillé. Ceux qui, au départ, ont suspendu leur programme sont revenus lorsque le RCPCA a été adopté. C'est l'occasion aussi, au nom du président de la République, au nom du gouvernement du peuple centrafricain, de les remercier. Il y a eu des engagements, il y a eu ensuite, à travers les différents projets, il y a eu des décaissements. Le problème qui se pose, de mon point de vue, et c'est ce que nous avons les éléments, c'est qu'il y a les ressources qui sont mobilisées ne sont parfois pas utilisées. Et là, nous nous rendons compte que dans beaucoup de projets, et c'est certainement de la mauvaise foi de nos compatriotes, certains de compatriotes, ces projets ne sont pas exécutés dans les délais. Nous perdons énormément de ressources. Soit nous nous amusons à faire l'extension, à proroger des projets, alors que par contre, ceux qui sont dans le staff sont payés, soit les ressources sont là et ne sont pas utilisées. De la réflexion que j'ai eue avec le chef de l'État, et d'ailleurs qui m'a formellement instruit, je travaille sur un mécanisme aujourd'hui pour que le suivi des ressources mobilisées pour le compte de notre pays soit utilisé totalement. Je dis totalement. Je viens de m'entourer d'une nouvelle équipe au niveau de la primature. Je mettrai mes collaborateurs à contribution. D'ailleurs, la réflexion sur ce mécanisme est très avancée. Aujourd'hui, j'ai un draft de termes de référence que je commençais déjà à partager avec un certain nombre de partenaires pour avoir leur contribution. Parce qu'au fait, il faut que ça soit construit de manière collégiale. J'aurai les inputs de nos partenaires. Ensuite, je présenterai ce dossier en conseil qui sera validé et nous passerons à l'application. J'aurai l'occasion d'organiser des réunions qui seront présidées par le chef de l'État sur chaque portefeuille.
nous devrons avoir l'œil sur les ressources qui sont mises à notre disposition et savoir pourquoi ces ressources ne sont pas utilisées. Aujourd'hui, nous perdons des ressources. Et certaines aussi s'amusent à dilapider ces ressources-là. C'est bien, les gens racontent, mais nous allons être très stricts là-dessus. Le chef d'État l'a dit, à partir de maintenant, 0 extension de projet. On ne doit plus proroger un projet, à moins que les raisons soient véritablement fournies. Nous devons travailler de telle manière à ce que les projets qui sont exécutés le soient dans les délais. C'est pour ça qu'il faut passer effectivement à des contrôles de performance. Ça va nous permettre d'anticiper s'il y a des problèmes dans la mise en œuvre de ce projet. Nous allons avoir des détails sur chaque exécution. Ça veut dire que les coordonnateurs de projet seront suivis de près. Les ministres seront obligés d'assurer le suivi des projets qui sont exécutés dans leur secteur. Nous prendrons langue également avec les responsables des partenaires et avec les responsables des programmes. Et nous aurons également des échos sur ce que leur appréciation donc de la mise en œuvre de ce projet. C'est inconcevable pour un pays comme le nôtre, qui a des difficultés et qui arrive dans ce contexte aussi difficile à mobiliser des ressources et que ces ressources ne soient pas utilisées. J'ai participé, ça on ne me l'a pas dit, j'ai pris part à des revues au cours desquelles il y a des ressources qui sont mises à la disposition pour le peuple centrafricain qui ne sont pas utilisées pendant 2 années. Et les gens sont à côté et les gens sont payés. Et il faut qu'on change la manière de voir les choses. Et effectivement, il y a certains qui ont raison de dire que sur les médias, nous parlons des montants colossaux, mais en face, on n'a pas les résultats à la hauteur de ces montants. C'est la mauvaise manière de servir de certains de nos compatriotes. Et nous avons décidé avec le chef de l'État de faire face à cela. Et nous tirerons les conséquences pour ceux qui tireront toujours ce pays vers le bas. Je crois que dans ce contexte actuel, et vous savez, les conséquences de ce genre de comportement, c'est que nous ne pouvons plus aller vers les partenaires. Ils disent que vous avez des ressources, vous n'arrivez pas à les utiliser. C'est-à-dire que vous n'avez pas les capacités d'absorber les ressources qui sont mises à la disposition de votre pays. Et vous comprenez que le Centrafricain qui se trouve dans un coin reculé, qui a besoin de l'eau, qui a besoin de se soigner, qui a besoin d'aller au champ, et avoir des pistes, par le mauvais comportement des uns des autres, ces ressources sont là et parfois retrocéder à ces partenaires-là. J'ai les preuves et sur la base de ça, nous allons nous attaquer à cela. Monsieur le Premier ministre, après 6 ans de mise en œuvre de l'APPR-RCA, quelles sont les avancées qui ont été enregistrées et les difficultés rencontrées? Mais je me réjouis qu'il y a eu considérablement des avancées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de groupes armés qui sont revenus dans la légalité. Le président, à un moment donné, m'a donné la responsabilité donc de conduire ce processus avec la feuille de route de Luanda. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires qui ont accepté donc nous accompagner. Nous avons tenu plusieurs réunions. Je crois qu'on est sur la bonne voie. C'est maintenant l'aspect de la feuille de route de Luanda qui doit se poursuivre. Et il y a l'équipe technique, l'équipe des experts au niveau de la primature avec ceux qui se trouvent dans les sectoriels qui sont à pied d'œuvre. Mais ce processus se poursuit et c'est l'occasion de remercier la chef de la MINUSCA, la représentante spéciale, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, qui nous a beaucoup appuyé dans ce processus. J'avoue que ce processus a été apprécié lorsque les ministres des autres pays étaient venus ici à Bangui apprécier les résultats que nous avons pu obtenir. Mais nous poursuivons dans ce sens. Nous espérons que à travers cela, et d'ailleurs nous avons aujourd'hui les fruits sur le plan sécuritaire, parce que tout le monde est unanime à reconnaître qu'il y a amélioration donc, sur le plan sécuritaire.
Nous abordons avec vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la question de mobilisation des ressources domestiques, très important pour permettre au gouvernement de faire face à ces charges régaliennes. Alors, à ce jour, quels sont les mécanismes plus efficaces et efficients que vous comptez adopter à la tête de l'exécutif pour mobiliser plus de ressources additionnelles pour permettre à l'État de faire face à ces charges? Nous savons que nous pouvons faire mieux. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui un instrument, le décret que le chef de l'État a signé pour le comité de trésorerie. Ça va nous permettre d'intégrer donc toutes les mesures, en tout cas les mesures qui devraient normalement nous permettre donc de mobiliser les ressources et travailler avec les secteurs producteurs pour voir que les ressources qui sont disponibles, comment on peut les orienter vers le trésor. Je crois qu'il n'y a que ça aujourd'hui, on va tester et on reviendra pour faire le point parce que nous avons d'énoncer cela au cours des séminaires gouvernementaux et voir avec le ministre, le ministre des Finances toute la procédure de rétrocession de telle manière à ce que tous, au lieu que certains soient aujourd'hui réticents, mais nous allons pousser tout le monde à aller dans ce sens pour nous permettre d'avoir la main sur nos propres ressources. Nous avons la possibilité de le faire. Je suis convaincu que nous allons le faire. Et aussi ceux qui se mettent sur les voies pour extorquer de l'argent aux concitoyens, nous allons aussi lutter contre eux avec le ministre des Finances. Je l'ai instruit pour que d'ici, en début de mois prochain, que nous puissions mettre en circulation les quittances sécurisées. Personne n'a le droit de percevoir des ressources là où, n'importe où il se trouve. Les ressources doivent être payées au niveau du Trésor. C'est vrai, nous avons fait des avancées. Il nous reste la phase de sanction. J'ai aujourd'hui quelques éléments. J'ai le rapport des OPJ que j'ai fait recruter donc au niveau de la primature. Le mois prochain, je vais réunir les ministres parce qu'il y a un rapport, je crois que c'est un arrêté qui définit les sanctions en cas de comportement douteux. Voilà. Alors donc, je vais réunir les ministres, les concernés, les ministres sectoriels, sur la base des rapports que j'ai aujourd'hui, voir comment nous pouvons organiser la phase de sanction. Je crois que si on arrive à la phase de sanction, certainement que nous allons réduire donc ce niveau d'incivisme. Pour moi, c'est extrêmement important. C'est un réseau, c'est des réseaux qui se sont tissés, c'est vrai, mais il faut étudier la bonne manière donc de s'attaquer à cela. Et c'est c'est le défi auquel je suis confronté aujourd'hui. Je suis en train, avec mon équipe, de réfléchir et avec les membres du gouvernement, la bonne manière donc d'appliquer ces sanctions et de communiquer autour de cela, de telle manière à ce que ceux qui prennent notre pays en otage, ceux qui ont le mauvais comportement, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un chef d'État prenne un décret et que ce décret ne soit pas respecté. Ça dépasse l'entendement. Donc, il faut ramener ces gens qui se comportent de cette manière. Il faut que ces personnes soient véritablement sanctionnées. Donc, nous allons petit à petit. Les gens, je sais que la population attend ça, mais nous allons y arriver avec toute la volonté que le gouvernement a, avec la bénédiction du chef d'État. Nous allons donc passer à ce cap-là. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé tout à l'heure un peu de la sécurité, mais on y revient cette fois-ci en vous posant cette question. Quelle est la situation globale de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national? C'est reconnu même par nos partenaires des Nations Unies, ceux qui s'occupent des questions humanitaires. Aujourd'hui, ont reconnu qu'il y a amélioration. Ça ne veut pas dire que on a complètement bouclé. Il y a une situation toujours de fragilité sur laquelle nous devons toujours travailler.
C'est pour ça que nous devons profiter de cette amélioration pour renforcer la résilience. C'est-à-dire que nous étions dans les événements difficiles ou qui faisaient appel à l'humanitaire. Aujourd'hui, si la situation sécuritaire s'améliore, il faut passer de l'humanitaire à la résilience et aller vers le développement. Et le développement durable. Et c'est là où on va donner de l'espoir à tous nos concitoyens, à les amener à véritablement s'impliquer dans les actions de développement. C'est cela. C'est-à-dire que éviter que certains puissent retomber dans la mauvaise pratique, notamment certains peuvent être toujours manipulés par les groupes armés. Donc il faut leur donner de l'espoir, leur donner du travail. Et j'avoue que il y a un aspect qui est aussi extrêmement important parce que, vous savez, le gouvernement ne crée pas la richesse. Le gouvernement prépare, améliore l'environnement pour permettre donc au secteur privé de pouvoir créer de la richesse, créer des emplois. C'est l'un des défis auxquels je vais m'attaquer, engager le gouvernement au cours des prochains mois, c'est reprendre le dialogue public-privé. Nous devons parler avec le privé, nous devons créer les conditions pour favoriser dans la promotion du secteur privé, parce que s'il n'y a que le secteur privé qui peut créer de la richesse, créer de l'emploi et absorber donc cette jeunesse qui est représentée à très forte proportion. C'est ce que nous avons l'habitude de dire, le dividende démographique. Donc on a une masse critique des jeunes qu'il faudrait bien manipuler pour le faire contribuer aux activités de développement, auquel cas cette masse sera manipulée et on n'aura qu'à faire qu'à des troubles. Donc voilà, on est là pour créer les conditions pour que cette jeunesse soit véritablement bien utilisée, mais il faut cela soit accompagné par les actions du secteur privé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous poursuivons donc cette entrevue en exclusivité, parole au gouvernement. Cette fois-ci, à l'entrée de cette 7e République, le président de la République ne cesse de prôner la rupture comme mot d'ordre pour la résilience socio-économique de la République centrafricaine. En ce qui vous concerne particulièrement, quelles sont les stratégies que vous allez envisager au sein de l'exécutif pour barrer la route systématiquement aux mauvaises pratiques afin de ramener à la raison vos compatriotes et changer complètement la mentalité pour la nouvelle République? Vous savez, depuis un temps, j'essaie de montrer en me faisant violence, d'être au bureau à l'heure. C'est-à-dire que respecter le pays, respecter l'administration. Ne serait-ce qu'à ce niveau, traiter les dossiers convenablement, éviter de demander de l'argent aux pauvres concitoyens. Nous ne pouvons pas participer à la pauvreté de nos concitoyens. Il y a tout un déclic qu'il faudra avoir, le changement de mentalité. Se croire en nous, que nous pouvons faire mieux, se contenter de ce que Dieu nous donne. Parce qu'au fait, certains ont l'habitude de vivre sur le dos des autres. C'est ça c'est un problème mental. Et d'ailleurs, si nous arrivons à changer la mentalité de nos concitoyens, je crois que on aura réglé nos problèmes à plus de 50%. Je crois que c'est un problème de comportement. Tout le monde veut se servir gratuitement et sans effort. À tous les niveaux, on veut demander que de l'argent, mais pas en compensation fournir le service. C'est ça. Et c'est ça que le chef de l'État veut complètement bannir de la manière de nous comporter de chaque centrafricain. Alors, nous allons y travailler. Nous devrons changer, aller vers une administration de performance. Il faut que quelqu'un qui est payé à la fin du mois fournisse des services. Il faut que nous favorisons ce qu'on appelle la reddition des comptes. Il faut rendre compte. Quand vous avez des ressources, vous utilisez, il faut que vous arriviez à la fin de rendre compte. La redevabilité, c'est ça. C'est-à-dire cette culture de redevabilité, nous devons l'appliquer à tous les niveaux. À tous les niveaux. Être capable de rendre compte de ce que nous avons. Quel type de... Parce que si on veut apporter un changement, il faut se remettre en question.
Il faut se fixer des objectifs. Il faut avoir des indicateurs. Des indicateurs de changement. Le changement, c'est ça. C'est pas de 20 mots. Il faut se dire que d'un point A, je vais vers un point B. Et voilà les indicateurs qui montrent qu'il y a un changement. Et nous devons travailler la culture des résultats. C'est ça, là, je parlais de réduction de coûts. La culture des résultats. Il faut qu'on se dise, chaque fois que vous rentrez, en fin de journée, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait, quelle est ma contribution pour qu'il y ait un changement dans la vie de mes concitoyens. Si on s'interroge comme ça, je crois que on va ensemble constituer, d'avoir des hommes pour véritablement s'attaquer aux défis qui sont les nôtres. C'est pour ça que le président de la République met aussi beaucoup d'accent sur le capital humain. Il nous faut des compétences. Il faut des gens, des personnes qui soient à la hauteur, des personnes qui soient capables à s'attaquer à des défis, et qui se posent des questions et qui se remettent en question tous les jours et qui ne cherchent pas que des facilités. Si on arrive à avoir ce genre de compatriotes, j'avoue que ce pays sera transformé. Et je crois à cela. Excellence, Monsieur le Premier ministre, cette entrevue tire pratiquement à sa fin au regard du timing qui nous est réservé dans la grille des émissions de la radio et de la télévision nationale. Mais toutefois, comme je l'avais annoncé au menu de cette entrevue, la question du public ne peut pas échapper à cet exercice démocratique. Pour cela, j'invite nos compatriotes depuis dans la rue de poser la question directement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'ai deux questions à vous poser. Concernant le Comité national de lutte contre la corruption, est placé sous votre haute autorité qui gangrène la quasi-totalité des organisations, voire même des administrations en Centrafrique. Quelles sont les actions concrètes entreprises par ce comité pour lutter efficacement contre ce phénomène et quels en sont les résultats obtenus? Le Comité national de lutte contre la corruption est placé sous votre haute autorité qui gangrène la quasi-totalité des organisations, voire même des administrations en Centrafrique. Quelles sont les actions concernant entreprises par ce comité pour lutter efficacement contre ce phénomène et quels sont les résultats obtenus? Deuxième question. La nouvelle constitution donne entièrement pouvoir au peuple centrafricain d'exploiter librement son sous-sol très riche. Monsieur le ministre, quelles sont les stratégies de mise en œuvre envisagées pour mettre à profit cet acquis? Je retiens deux points principaux. C'est déjà la question de corruption, la question de mauvaise manière de servir. Et là, ça, c'est véritablement un challenge. Comme je l'ai dit, nous avons des institutions qui travaillent déjà dans ce sens, la haute autorité de bonne gouvernance. J'ai cru mettre en place une cellule de lutte contre la mauvaise manière de servir. C'est pour dénoncer déjà ce qui se passe au sein de l'administration. Et je voudrais saluer donc la contribution de tous les concitoyens qui appellent à la primature au numéro 1316, et je les encourage à continuer. Nous sommes en train de tester cette cellule. Nous allons monter en puissance. Au départ, nous n'avions pas les moyens, nous travaillons avec les moyens de bord. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des petits moyens, certains partenaires s'intéressent à cela. Je crois qu'il faut qu'on monte en puissance. On doit monter en puissance pour vraiment rassurer les Centrafricains. Il faut que ce qui se passe dans l'obscurité, que nous mettons ça en plein jour. Les résultats, nous les avons. Aujourd'hui, quand vous faites les axes, ceux qui ont l'habitude de le faire, il y a des gens qui poursuivent ça. Ce comportement, l'incivisme, il y a beaucoup qui poursuivent ça. Mais au moins qu'ils se disent qu'aujourd'hui, ils sont guettés. Mais on n'arrive pas encore à les traquer.
nous allons réussir à le faire avec les petits moyens que nous avons. Nous sommes en train de travailler pour améliorer donc les interventions. Ça va se passer dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a en train de couvrir Bangui et ses environs. Au fur et à mesure, je crois que maintenant, j'ai instruit au niveau de mon cabinet pour faire un point chaque lundi pour informer la population de ce qui se fait. Mais nous avons le retour, le feedback que la population apprécie cela. Et qu'aujourd'hui, quand on quitte Bangui pour aller à Douala, on passe moins de temps. Les barrières ne sont plus comme celles d'avant. Ça veut dire que petit à petit, les choses se passent, mais il y a des récalcitrants. Mais nous allons nous apprendre à eux. Là, je parlais tout à l'heure de la sanction. Bon, en ce qui concerne le sous-sol, nous travaillons aujourd'hui, le gouvernement. Il faudrait qu'on arrive à... Nous avons les indices aujourd'hui, c'est vrai, les indices minéraux, mais il faut qu'on travaille pour avoir la quantité de ce que nous avons, pour nous mettre dans cette dynamique. Ça fait que c'est des questions que nous débattons pratiquement de manière régulière, même en conseil, et nous donnons des orientations pour que, au niveau sectoriel, que les questions soient approfondies pour nous permettre déjà d'avoir une bonne évaluation de notre sous-sol. C'est vrai, ce qui se passe dans les pays voisins, nous en avons également. Mais maintenant, il faut les quantifier, il faut évaluer et quantifier. À partir de là que nous pouvons aller donc en négociation. Nous avons toutes les technologies de pointe. Il faut également voir les partenaires avec qui nous pouvons travailler dans ce sens pour avoir à disposition donc ces technologies. C'est une préoccupation qui est pour le chef d'État et pour le gouvernement, et nous y travaillons. Excellence le Premier ministre, cette entrevue en exclusivité avec vous tire pratiquement à sa fin sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale. L'équipe de la radio et la télévision Pamava vous remercie, malgré votre agenda chargé, à pouvoir répondre promptement à nos interrogations qui sont également les préoccupations de l'heure et les préoccupations du peuple centrafricain. C'est à moi plutôt de vous remercier. Et je serai toujours disposé et disponible pour ces échanges. Et surtout qu'il faut informer suffisamment la population sur ce que fait le gouvernement. Et j'encourage donc le ministre de la Communication à poursuivre dans ce sens pour garder le contact avec la population. Parce que l'un de nos faiblesses, c'est la communication. Et je crois qu'avec l'initiative qui est prise aujourd'hui, nous pourrons facilement communiquer et rendre compte de ce que nous faisons sous la très haute autorité du président de la République, chef d'État. Nous étions naturellement deux pour cette entrevue en exclusivité avec le chef du gouvernement. Estelle Karine Mazumoko, je suis journaliste à la direction des informations à la Radio Centrafrique. Et moi-même, bienvenue Bissayo, directeur des informations à la chaîne de télé Centrafrique. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été de nôtres tout au long de la réalisation de cette édition spéciale tribune consacrée au passage des membres du gouvernement, qui a eu l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce double plateau son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Mouloua. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du 3e anniversaire marquant le second quinquennat de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État à la magistrature suprême de l'État. Pour cet exercice démocratique avec le numéro 1 du gouvernement, nous avons passé en revue, nous avons fait le tour d'horizon des questions liées aux dividendes obtenus au lendemain du RCPCA, entendez Plan national de relèvement de la République centrafricaine, sans perdre de vue les avancées significatives et notables notées à l'actif du gouvernement quant en ce qui concerne l'APPRR, entendez accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine signé le 6 février 2019 entre le gouvernement et les 14 groupes armés pour ramener la paix et la quiétude en Centrafrique. La question liée à l'impact social du programme national de développement qui est d'ailleurs en projet a été également au menu des échanges avec le numéro 1 du gouvernement. Mesdames et messieurs, restez de nôtres. Nous allons vous inviter actuellement à suivre un extrait de la projection du film documentaire
documentaire qui passe en revue les grands chantiers réalisés à l'actif de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, dans les différents domaines sectoriels. Et juste après, nous allons nous retrouver sur ce même plateau, double plateau de la radio et la télévision nationale, pour la poursuite de cette entrevue avec le Premier ministre, cette fois-ci en version langue nationale. À tout de suite. Tout cela grâce à un homme doté d'une vision aiguisée du développement, qui travaille avec acharnement, un vrai patriote. Et c'est son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. La République centrafricaine doit changer, et ça va changer. La vision de cet homme, c'est la paix et le développement. Le développement. Le monde entier se lance dans une course sans fin, la course au développement. Tel est le cas actuel de la République centrafricaine. La République centrafricaine a tourné définitivement la page des conflits et se tourne véritablement vers le développement. L'arrivée au pouvoir de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a été ce qu'espérait réellement le peuple centrafricain. Malgré les temps forts, il a su stabiliser le pays et instaurer une réelle démocratie qui a valu sa